Donc moi je remercie beaucoup Pierre Desremaux de m'avoir proposé de parler sur ce sujet qui m'intéresse, sur lequel j'interviens régulièrement, qui est intéressant parce que c'est un sujet sur lequel on échange très souvent avec les patientes et les patients, et qui bouge d'année en année. On ne dit pas du tout les mêmes choses aujourd'hui sur l'association maladies inflammatoires d'intestin et grossesse. On ne dit pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, parce que les connaissances évoluent, les traitements évoluent. Comme vous allez voir, il y a vraiment des messages qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on aurait fait passer si on avait fait le même topo il y a même 5 ans, quoi. Donc pour commencer, je ne savais pas très bien comment intituler cette diapo. Est-ce que c'est souhaitable de faire un enfant? Évidemment ça l'est, sinon on n'en parlerait pas. Souhaitable d'avoir un enfant quand on a une maladie de Crohn? La question, je ne savais pas bien comment la tourner, mais c'est souvent une préoccupation. Est-ce que finalement, ayant cette maladie, est-ce que c'est pas dangereux de vouloir faire des enfants, potentiellement leur transmettre la maladie, et qui se retrouvent avec les mêmes ennuis que ce que moi je peux avoir, moi, patient porteur d'une Mickey? Et donc, est-ce que finalement, ce désir d'enfant, j'ai le droit de l'avoir ou pas? Et ça, c'est une question, du coup, qui est déjà bien en amont des questions pratico-pratiques sur la grossesse. Le risque de transmission de la maladie à son enfant, il n'est pas nul, tout n'est pas rose évidemment, mais il est quand même relativement faible. Si on doit retenir un chiffre, c'est celui que j'ai surligné en bleu. Le risque estimé aujourd'hui qu'un enfant soit atteint quand un des deux parents est malade est inférieur à 5% quand on a une maladie de Crohn, et il est inférieur à 2% quand on a une rectocolite hémorragique. C'est plus qu'en population générale, mais ça reste un risque de transmission, et le mot est faux, parce qu'il ne s'agit pas d'une transmission génétique, c'est pas du tout une maladie génétique. Ce risque reste faible et évidemment ne doit pas du tout freiner les futurs parents et voilà, les patients désireux d'avoir des enfants dans ce projet parental. Ce qui est intéressant sur l'aspect génétique, et je ne veux pas du tout rentrer dans des choses techniques sur la question, c'est quand on regarde les vrais jumeaux, vraiment les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux, le taux de concordance, comme on dit, est pas du tout de 100%. D'accord ? Quand un des deux jumeaux a une Mickey, le deuxième jumeau n'en a une que dans 60% des cas, c'est élevé, mais c'est pas 100% pour la maladie de Crohn et 15% pour la rectocolite hémorragique. Il y a donc dans ces maladies une part de génétique, une part probablement qui est très variable d'une personne à l'autre de potentiel génétique, mais c'est loin de l'emporter, c'est loin d'être une maladie génétiquement transmissible. D'ailleurs, il n'y a pas de test de dépistage, il n'y a pas de gène de la maladie de Crohn ou de la rectocolite qui pourrait être détecté chez les patients ou évidemment chez leurs enfants. Donc voilà, le risque de transmission, et encore vraiment ce mot entre guillemets, c'est vraiment pas le terme. Le risque, en tout cas, pour qu'un enfant qui naît d'un parent atteint d'une Mickey et lui aussi une Mickey reste très faible et doit surtout pas freiner les futurs parents dans leur projet de grossesse et de parentalité, et qu'on ait envie d'en avoir 1 ou 10, ça doit pas changer les projets qu'on peut avoir vis-à-vis de ce désir. Pourquoi c'est important? Parce que vous le savez, les Mickey, c'est des maladies qui touchent des sujets jeunes, et donc forcément des sujets pas forcément, mais potentiellement en tout cas des sujets chez lesquels cette question du désir d'enfant et ce projet parental risque de se poser à un moment, et parfois très tôt, même parfois chez des adolescents qui peuvent se poser la question pour essayer de se projeter dans l'avenir. C'est hyper important d'avoir un discours, je pense, très rassurant sur cette question. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que quand on a une Mickey, c'est possible d'avoir un enfant? Alors là, la question est surtout posée par les femmes atteintes de Mickey, un peu moins souvent par les hommes, sauf quand on rentre dans la discussion sur les traitements, et on va en parler bien sûr, des traitements largement. Est-ce que avoir une Mickey entraîne une diminution de la fertilité? Est-ce que finalement, quand on a une Mickey, on n'a pas moins de chances de pouvoir tomber enceinte et plus de risques d'avoir des difficultés, que ça soit très long, d'avoir nécessité de recours à de la procréation médicalement assistée, etc.
La fertilité des femmes atteintes de Miki, que ce soit Crohn ou rectocolite, est normale. Elle est la même que celle de la population générale. Alors attention, population générale ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème de fertilité, puisque dans la population tout venant, il y a des problèmes de fertilité qui peuvent se poser, mais c'est pareil chez les patientes qui ont une Miki. C'est pas, voilà, la Miki n'entraîne pas une réduction des chances de pouvoir tomber enceinte. Alors, il y a une toute petite réserve à ça, et on va en reparler un peu plus loin. C'est quand même que quand la Miki est active, c'est-à-dire que quand on est en phase inflammatoire, vous savez que les Miki, c'est des maladies qui évoluent par poussée. Il y a des périodes inflammatoires, il y a des périodes de rémission où la maladie est quiescente et où il n'y a pas d'inflammation. Quand on est dans les phases d'inflammation de la maladie, là, les chances de pouvoir tomber enceinte sont réduites. L'inflammation intra-abdominale et l'inflammation générale réduit les chances de nidation en fait, et de grossesse. Donc les phases actives de la maladie peuvent être un frein, mais on n'est pas en phase active tout le temps. Et donc, voilà, la fertilité sur la vie d'une patiente atteinte de Miki est la même que celle d'une femme qui n'a pas de Miki. Alors, il y a des situations aussi, mais qui là deviennent quand même beaucoup plus spécifiques. On pourra échanger là-dessus aussi avec le chirurgien qui est présent, Philippe Zerbib. Là, une intervention qui est proposée parfois aux patients qui ont une rectocolite hémorragique, c'est la colectomie totale avec ce qu'on appelle une anastomose iléo-anale, où on retire le côlon qui est malade en cas d'échec des traitements médicamenteux, et on anastomose l'intestin grêle au niveau de l'anus en formant un réservoir. Cette intervention, jusqu'à récemment, posait problème chez les jeunes femmes parce qu'elle réduisait, on disait qu'elle pouvait réduire de moitié la fertilité et donc les chances de tomber enceinte pour une jeune femme qui aurait subi cette intervention. Mais là aussi, les pratiques évoluent et du coup, les messages évoluent. Aujourd'hui, cette intervention, de plus en plus, se fait par ce qu'on appelle célioscopie. La célioscopie, vous savez, c'est les interventions par caméra, où on n'ouvre pas de manière large le ventre des malades. C'est de la chirurgie par caméra, c'est ça la célioscopie. Et depuis qu'on fait cette intervention-là, la colectomie avec anastomose iléo-anale par célioscopie, finalement, on s'aperçoit que la fertilité des jeunes femmes qui ont subi cette intervention est à nouveau la même que celle des femmes n'ayant pas subi cette opération, ou en tout cas ayant subi des chirurgies totalement bénignes, comme une appendicectomie ou des trucs vraiment tout venant. Donc ça c'est important parce que voilà, la médecine évolue, la chirurgie évolue énormément, et la façon dont on prend en charge les patients, y compris sur le plan chirurgical, voilà, c'est complètement transformé au cours des dernières années et du coup ça a un impact réel. Donc même sur des sujets comme ça très précis où on freinait beaucoup ce type d'opération chez les jeunes femmes, aujourd'hui on a des messages beaucoup plus rassurants là-dessus. Alors après, bien sûr, si on est opéré à de multiples reprises, ce qui se fait quand même de moins en moins, les interventions chirurgicales à répétition peuvent poser des problèmes d'adhérence dans le ventre et parfois de difficultés et de stérilité, mais ça reste vraiment des choses tout à fait exceptionnelles. Et dans l'immense majorité des cas, la fertilité est parfaitement conservée. J'ai quasiment une diapo par petit chapitre, comme ça. Vraiment, n'hésitez pas du tout à poser des questions, parce que vous pourrez les poser à la fin aussi, mais là, on est à chaud, on est vraiment à chaque fois dans un sujet bien précis. Comme il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas 15 diapos sur chaque partie. J'en ai fait une volontairement en essayant de mettre un petit message important à chaque fois, mais n'hésitez vraiment pas du tout à m'interrompre, à lever la main ou même à ne pas lever la main. Mais bref, vraiment n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions si ça manque de précision. Ok. M'interrompez pas trop quand même. Alors, quelles mesures à prendre avant de tomber enceinte? Finalement, on va voir pas grand chose, mais quand même, ce qui est pas mal et ce qui est très recommandé et conseillé pour que tout se passe bien, c'est d'en parler avec son médecin, idéalement avec son gastro-entérologue. Alors une grossesse, c'est pas forcément quelque chose qui se planifie des années à l'avance, mais bon, c'est quand même en général quelque chose à quoi on a un petit peu réfléchi. Pourquoi c'est important d'en parler avant avec son médecin? Parce qu'idéalement, il faut essayer de tomber enceinte plutôt au moment où la maladie, on l'a dit, n'est pas en phase d'inflammation, où voilà, il y a une poussée, des gros changements de traitement, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas le moment idéal. Donc ça, c'est bien de pouvoir échanger là-dessus avec son médecin.
refaire le point sur les traitements en cours et savoir ce qui est permis, pas permis. On va reparler des médicaments. Et ce qu'on peut proposer aussi, hein, il y a une consultation ici à Jeanne de Flandre qui fait ça, avec un médecin vraiment qui connaît ça très bien. C'est ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle. C'est-à-dire que voilà, dans des situations où il y a déjà eu des difficultés, où il y a des antécédents de chirurgie ou des inquiétudes, eh ben, on peut voir un gynécologue obstétricien avant même la conception, pour justement mettre à plat un peu les questions, quel suivi, enfin bref, aborder toutes les questions pratiques sur le déroulement et le suivi de la grossesse avant même d'être enceinte. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Je sais que ça existe ici à Jeanne de Flandre, mais ça peut évidemment être proposé dans toutes les maternités. C'est une consultation avec un gynécologue obstétricien, mais avant d'être enceinte, ce qui n'est pas l'habitude. Alors, les risques de complications, donc là on parle de choses qui évidemment ne sont pas très jolies et agréables à lire, mais c'est quand même important d'en entendre parler. Quels sont les risques de complications de la grossesse elle-même quand on a une Mickey? Alors, je l'ai dit et je pense que j'ai dû le réécrire plusieurs fois dans la diapo, c'est surtout vrai quand la Mickey est active. Okay, risque de fausse couche, augmentation du risque quand la Mickey est active. Quand la Mickey est quiescente, il n'y a pas d'augmentation du risque de fausse couche, précoce ou tardive. Mort fœtale in utero, 2% en cas de Mickey active. On est à 1% dans la population générale, donc il ne faut jamais oublier ça. Hein. La grossesse, c'est quand même une aventure. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien, mais les complications existent, les ennuis existent, et pas uniquement chez les femmes qui sont malades de Mickey ou autres. Ça existe aussi chez les femmes qui n'ont aucun problème de santé. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et donc, ce risque-là de mort fœtale in utero, il est exceptionnel et il est surtout vrai quand la maladie n'est pas contrôlée pendant la grossesse. D'accord ? D'où l'importance de bien effectuer une surveillance régulière et d'être suivi à la fois, bien sûr, par le gynéco, mais aussi par le gastro-entérologue pendant la grossesse. Risque de prématurité, il y a une augmentation du risque multiplié par 1,6, donc ce n'est pas anodin. C'est surtout vrai dans la maladie de Crohn. Et ça nécessite un suivi assez rapproché par le gynéco au 3e trimestre. Ce n'est pas du tout de la grande prématurité, d'accord ? C'est un accouchement, on parle d'une prématurité de l'ordre de 2 semaines, d'accord ? Donc on ne parle pas de grand préma du tout, mais il semble quand même que les femmes atteintes de Mickey aient tendance à accoucher un petit peu plus tôt que les femmes qui n'ont pas de Mickey. L'hypotrophie du bébé, c'est donc une naissance d'un bébé de petite taille et de petit poids. Il y a une augmentation du risque, multiplié par 2,4, donc là aussi, c'est pas nul. Mais un peu comme pour la prématurité, ça reste hyper raisonnable, puisque vous voyez que le poids moyen de naissance d'un enfant dont la mère a une Mickey est inférieur de 160 grammes, ce qui est quand même relativement modeste comme différence par rapport à un enfant qui naît d'une mère qui n'a pas de maladie inflammatoire de l'intestin. Okay, donc sur risque de prématurité et d'hypotrophie, mais dans des proportions qui sont hyper raisonnables. Risque de malformation, là c'est très clair, il n'y a pas d'augmentation du risque de malformation chez les femmes qui ont une Mickey. On va rediscuter sur les traitements, mais la Mickey elle-même n'entraîne aucun risque spécifique de malformation du bébé. Je rappelle là aussi que le risque malformatif en population générale, il est de l'ordre de 3%, donc c'est aussi 3% quand on a une Mickey, c'est pas moins. Donc ça, c'était les risques sur l'évolution de la grossesse elle-même. Quels sont les risques, à l'inverse, quand on est enceinte, de faire une poussée de sa Mickey? Alors là aussi, quand la Mickey était active au moment de la conception, elle a plus de chances, plus de risques en fait, de le rester pendant la durée de la grossesse. D'où aussi l'importance de débuter la grossesse dans des conditions vraiment de calme maximal de la maladie, pas forcément parfait, mais le mieux possible. Le risque de rechute au cours de la grossesse, vous voyez, est de 20% si la Mickey était inactive à la conception, donc ça veut dire qu'il y a 80% de grossesses pendant lesquelles il ne se passe absolument rien. Par contre, le chiffre diminue à 50% de grossesses tranquilles quand la Mickey était active au début. Donc vraiment, le message sur la nécessité de programmer, ou en tout cas d'essayer de tomber enceinte au moment où la Mickey est plutôt calme, et pas au moment où c'est la grosse poussée inflammatoire, parce que c'est là que les ennuis peuvent arriver.
Alors un point important, parce que vraiment, hein, globalement, les Mickey sont hyper tranquilles pendant les périodes de grossesse. Il y a des femmes d'ailleurs qui témoignent de ça très bien et qui disent qu'elles aimeraient être enceintes toute leur vie, parce qu'à chaque fois qu'elles ont été enceintes, elles ont été hyper tranquilles du côté de la Mickey. Il y a un rôle évidemment de l'arrêt du tabac. Le tabac a un effet délétère, hein, en particulier sur la maladie de Crohn. La grossesse, c'est souvent un moment où on prend de bonnes décisions, et en particulier l'arrêt du tabac. Ça joue possiblement un rôle aussi sur le fait que la Mickey est inactive pendant la grossesse. Et ça, c'est un gros argument pour essayer de ne pas replonger immédiatement après l'accouchement. Alors, les traitements, j'ai une petite liste, mais vous allez voir, on va passer très rapidement finalement, hein, parce que les messages vont être quasiment les mêmes pour tous les médicaments. Ça, je vais passer du coup. Les corticoïdes, c'est une petite liste, mais on va faire vite. Les corticoïdes, Cortencil, Soluprène, hein, peuvent être utilisés complètement et sans restriction particulière pendant la grossesse. Alors attention quand même, de fortes doses de corticoïdes et à durée prolongée peuvent avoir des effets délétères, hein, au cours de la grossesse, sur la mère évidemment, en particulier diabète gestationnel, prise de poids, etc., et aussi sur le bébé. Mais par contre, des utilisations ponctuelles de corticoïdes en cas de petite poussée pendant la grossesse sont tout à fait possibles. Ce n'est pas du tout un médicament qui est contre-indiqué au cours de la grossesse. Donc ça, c'est déjà rassurant, même si les corticoïdes, personne n'adore en prendre, mais c'est un médicament qui agit vite, qui en général est quand même très efficace sur une poussée et qui permet de contrôler les choses rapidement, sans risque du tout pour l'enfant. Les 5 ASA, Pentasa, Rovasa, Fivasa, etc., tous les ASA, hein, pareil, là, il n'y a pas de contre-indication à ce que ces médicaments soient utilisés et poursuivis pendant la grossesse. Il y a eu un cas d'une atteinte rénale chez un bébé dont la mère avait pris des fortes doses, hein, de 5 ASA pendant sa grossesse. Donc par précaution, on conseille d'éviter de dépasser la dose de 2 grammes par jour, qui est la dose standard, hein, d'utilisation de ces médicaments-là, mais ils ne nécessitent absolument pas d'être interrompus pendant la grossesse, et il n'y a pas de surveillance spécifique à mettre en place sur le bébé, au niveau de ses reins, etc. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Donc là aussi, un médicament qui peut complètement être utilisé pendant la grossesse. Les antibiotiques, on s'en sert parfois, en particulier dans la maladie de Crohn. Ce qu'on utilise le plus, c'est la ciprofloxacine, le Ciflox, et le métronidazole, le Flagyl. Il y a des antibiotiques qui sont contre-indiqués pendant la grossesse, mais par chance, ceux-là ne le sont pas, et donc leur utilisation est possible pendant la grossesse. D'accord ? Alors, si le bébé reçoit ce médicament-là, c'est pas bon, mais là, on parle de la maman. Et si la mère enceinte reçoit ces antibiotiques-là pendant la grossesse, il n'y a absolument pas de toxicité chez le bébé. Donc là aussi, on peut les utiliser sans problème si nécessaire. Alors ensuite, on passe aux immunosuppresseurs qui sont souvent source d'inquiétude, hein, à la poursuite des traitements immunosuppresseurs au cours de la grossesse. Alors, les premiers, ceux qu'on utilise encore beaucoup, c'est les thiopurines, Immurel et Purinétol. C'est surtout l'Immurel en France qu'on utilise. Il y a énormément de grossesses rapportées avec ce médicament-là, dans les Mickey, mais aussi dans plein d'autres choses. C'est des médicaments qui sont utilisés chez les patientes qui ont été greffées du rein, dans d'autres maladies auto-immunes, enfin, donc des grossesses sous Immurel, il y en a énormément, et il y a des risques qui semblent imperceptibles. Vraiment, il n'y a pas d'augmentation du risque de complications, alors de malformations, pas du tout, de complications infectieuses, parce que c'est ça qui inquiète, hein, chez le bébé, non plus. Donc finalement, on n'est pas du tout inquiet. Alors c'est toujours mieux évidemment de ne pas prendre de médicaments, mais c'est pas toujours mieux en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, si la Mickey est active pendant la grossesse, c'est là qu'on s'expose à des complications. Pour la mère, bien sûr, la poussée, mais aussi pour le bébé. Parce qu'on a dit, quand la Mickey est active pendant la grossesse, il y a plus de risques de prématurité, d'hypotrophie, de fausses couches, de complications X, Y, Z. Et donc, il faut bien mettre ça en balance, c'est-à-dire que oui, prendre des médicaments quand on est enceinte, c'est agréable pour personne, mais les risques de l'arrêt du traitement sont probablement plus élevés que les risques liés à la poursuite du traitement pendant la grossesse. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut bien discuter avec le gastro au moment de la conception. Il est intéressant par exemple de savoir qu'aux États-Unis, hein, les plaintes, parce que c'est un peu, voilà, ils font ça pas mal là-bas, les plaintes qui sont faites contre les médecins pour des complications au cours de la grossesse sont pas liées au fait que des médicaments aient été poursuivis et été
responsable de complications chez l'enfant. Les plaintes sont liées à un défaut de soins, c'est-à-dire à un arrêt excessif des médicaments pendant la grossesse qui a entraîné des complications chez la mère et potentiellement chez l'enfant. Et il y a beaucoup plus de plaintes liées à des arrêts de traitement parce que tout le monde a peur, et finalement c'est là que ça se passe mal, plutôt qu'à la poursuite des médicaments. Donc attention, alors bien sûr, si la Mickey est totalement quiescente depuis des années, que tout va bien, que les examens sont normaux, la grossesse peut évidemment être l'occasion de faire une pause thérapeutique. Mais comme à la limite, on pourrait aussi le proposer hors grossesse. D'accord ? Donc je ne dis pas du tout que les traitements doivent être poursuivis absolument, mais je dis qu'ils peuvent l'être. Et donc ça, c'est bien sûr à discuter avec son médecin. Donc ça, c'est vrai pour les murelles. C'est pas vrai pour un médicament qui s'appelle le méthotrexate, qu'on utilise un peu moins, quasi pas dans la rectocolite, un peu dans la maladie de Crohn, mais de moins en moins quand même. Ce médicament-là peut entraîner des malformations chez les enfants, et lui, il est contre-indiqué pour le coup, et de toute la liste des traitements, c'est le seul qui est vraiment contre-indiqué. Il peut entraîner des malformations, des anomalies chromosomiques, des fausses couches, donc celui-là, il est contre-indiqué. Par contre, il ne nécessite pas d'être interrompu des mois avant, donc là aussi, il n'y a pas besoin de programmer les choses de manière excessive en termes de temps. Le méthotrexate peut être interrompu 24 heures avant l'arrêt de la contraception, et pas, comme on le disait il y a encore peu de temps, il y a peut-être 3-4 ans, on disait encore qu'il fallait l'arrêter 3 mois ou 6 mois avant la conception. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. L'élimination du médicament est hyper rapide, et donc il suffit de l'arrêter en même temps que sa contraception, et ça pose absolument pas de problème. Et bien sûr, le médicament peut être repris s'il était efficace après l'accouchement. Donc le méthotrexate, lui, il est contre-indiqué. Chez l'homme, par contre, la spermogénèse fait que le médicament reste présent pendant 3 à 6 mois. Et donc chez l'homme, si c'est l'homme qui est traité par méthotrexate, là, le médicament méthotrexate, il doit être interrompu 3 à 6 mois avant l'arrêt de la contraception chez la femme. OK ? Donc ça, c'est pour le métho, c'est le seul. On a les anti-TNF qui sont un petit peu plus récents, mais avec lesquels on commence à avoir pas mal de recul. Ça fait 20 ans maintenant qu'on les utilise. Donc c'est plus du tout des nouveaux médicaments comme on les présente encore un peu trop souvent. Ils ont déjà 20 ans d'existence. C'est long, c'est beaucoup. On a beaucoup de données avec le Remicade, l'Humira, etc. On a vraiment beaucoup de données de grossesse qui ont été menées sous anti-TNF. Et il n'y a pas de risque particulier pour la mère, mais il n'y a pas de risque particulier non plus pour l'enfant. Il y a des cohortes très importantes américaines d'enfants qui sont nés de mamans traitées par anti-TNF pendant la grossesse, et il n'y a pas d'augmentation du risque d'infection, il n'y a pas d'anomalie du développement de ces enfants, et ces enfants sont maintenant suivis depuis une dizaine d'années. D'accord ? Donc ils n'ont pas 40 ans, les enfants évidemment pas, mais 10 ans de suivi et 10 ans de recul sur la croissance et le développement psychomoteur et la croissance de ces enfants, c'est important, et il n'y a absolument aucune alerte particulière sur le développement de ces enfants et sur les infections pendant la petite enfance, pas du tout. Donc quand c'est possible, là encore une fois, on essaye de ne pas injecter le médicament, et en particulier en deuxième partie de grossesse, pour éviter quand même l'exposition du bébé à la naissance, parce que le médicament va passer dans le cordon. Mais si c'est nécessaire, si la maladie est difficile à contrôler, si le traitement vraiment permet que la Mickey soit tranquille et qu'on prend un gros risque à l'arrêter, on continue le traitement. Et nous, on traite beaucoup de femmes enceintes avec des anti-TNF. Il y a un suivi, bien sûr, qui va être fait, mais qui ne va pas être un suivi avec des échographies tous les 15 jours. Pas du tout. D'accord ? Donc poursuite possible, comme pour les autres médicaments, en dehors du méthotrexate. Et arrêt évidemment si c'est possible, mais à bien discuter, et sûrement pas d'arrêt systématique dès qu'on apprend qu'on est enceinte, parce que c'est là qu'il y a des risques. Ouais, ça le fait. Allaitement, très rapidement, là vous avez la liste des médicaments: corticoïdes, Syncasa, Immurel, anti-TNF, Imodium, j'en ai pas parlé, ralentisseur du transit, et Ciflox, ok. Pas d'allaitement avec le méthotrexate dans les 24 heures qui suivent la prise. Le méthotrexate, c'est une prise par semaine. D'accord ? Donc si le médicament a dû être pris après la grossesse, on fait un peu attention et on décale et on évite l'allaitement. Mais c'est des cas vraiment très particuliers. Ce n'est pas du tout un médicament qu'on utilise chez beaucoup de patients. Donc ça, c'est vraiment à discuter au cas par cas.
Et on évite également l'allaitement avec le Ciflox, dont je vous ai dit que si le bébé est exposé une fois qu'il est né, il peut y avoir une toxicité au niveau des articulations, ce qui n'est pas le cas quand il était dans le ventre de sa mère. Donc en pratique, les médicaments dangereux sont peu nombreux finalement pendant la grossesse. Médicaments à risque sur la notice de la boîte, ça ne veut pas du tout dire médicaments contre-indiqués, mais par contre ça veut dire qu'on a le droit d'en discuter avec son médecin. Il ne faut pas sous-traiter une femme enceinte par crainte des effets secondaires des médicaments, parce que c'est là en général que les choses ne se passent pas bien. Si, alors qu'on est traité, une grossesse survient, pas forcément très planifiée, ce qui peut arriver, pas d'affolement, on l'a vu, parce que finalement il y a très peu de médicaments qui vont poser problème. Il ne faut pas arrêter brutalement un traitement chronique. Même le méthotrexate, bien sûr il ne faut pas faire son injection, mais c'est le seul médicament. Et il faut prendre un peu son temps, revoir son médecin, discuter, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on arrête, où en est ma Mickey, est-ce que j'ai fait une poussée récemment, oui, dans ce cas-là il vaut mieux continuer, est-ce que je suis tranquille depuis 5 ans, dans ce cas-là on peut peut-être arrêter. Donc voilà, c'est vraiment une discussion à avoir avec le gastro. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller, d'ailleurs ça dépasse les seuls médicaments que je vous ai dit là, le site du CRAT, qui est le centre de référence sur les agents tératogènes et qui donne énormément d'infos sur les médicaments au cours de la grossesse. Tout médicament, alors vraiment là vous allez trouver absolument tous les traitements qui sont référencés, avec des infos sur la possibilité de les continuer en cas de grossesse. L'accouchement, très rapidement, parce qu'il me reste 1 minute, césarienne ou accouchement par voie naturelle. Dans l'immense majorité des cas, un accouchement par voie naturelle est possible. On en discute chez les femmes qui ont des lésions, ça c'est vrai pour la maladie de Crohn, qui ont des lésions anopérinéales actives au moment où l'accouchement commence à approcher, pour limiter un petit peu les risques de lésions, d'aggravation de ces lésions anopérinéales. Parfois, on est amené à faire des césariennes. Dans l'immense majorité des cas, un accouchement par voie naturelle est possible, et la MITI est rarement un élément qui va imposer d'accoucher par césarienne. Suivi de l'enfant, est-ce qu'il faut faire du dépistage? On en a parlé au tout début. Non, il n'y a pas de dépistage puisqu'il n'y a pas de gènes du Crohn ou de la RCH. Il y a plein de gènes qui ont été identifiés, plusieurs centaines de gènes, mais c'est des gènes de susceptibilité. On peut les trouver chez des gens qui ne font jamais de MICI au cours de leur vie, et donc en aucun cas il y a d'examen de dépistage à faire chez l'enfant, ni de suivi spécifique à mettre en place à partir de sa naissance, pas du tout. On a vu, le risque est faible. Donc il n'y a pas de surveillance spécifique à mettre en place chez les enfants dont un des 2 parents a une MICI, pas du tout. Les vaccins, ça c'est quelque chose à améliorer. S'il y a eu des traitements immunosuppresseurs, en particulier les traitements anti-TNF chez la mère pendant la grossesse, on déconseille l'utilisation des vaccins vivants au cours des 6 premiers mois. Les vaccins vivants, c'est le BCG, rougeole, oreillon, rubéole et le rotavirus. Aucun de ces 3 vaccins n'est censé être fait au cours des 6 premiers mois, d'accord? Mais parfois, pour des raisons un peu mystérieuses, les bébés sont vaccinés de manière hyper prématurée. Donc ça, il ne faut pas le faire si la maman a reçu des anti-TNF, d'accord? Donc il faut bien respecter le calendrier vaccinal, et si on le respecte bien, il n'y a pas de difficulté particulière. On vaccine les enfants au moment où ils doivent être vaccinés, ça ne pose pas de souci. Là, il y a des choses à améliorer, parce qu'il y a vraiment un manque de communication entre le gastro et le pédiatre, et c'est probablement là-dessus que le patient a son rôle à jouer pour faire le lien entre 2 spécialités qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de se parler. Voilà, donc la grossesse n'est pas du tout contre-indiquée au cours des MICI. S'il y avait un seul message, ça serait celui-là. Les risques existent, mais je dirais quasiment comme pour toute grossesse, ni plus ni moins. Il faut éviter de tomber enceinte au moment où la maladie est active. Ça, j'espère avoir fait passer le message, parce que c'est vraiment un truc très important. La majorité des médicaments sont utilisables au cours de la grossesse. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut les utiliser, mais ils peuvent l'être quand c'est nécessaire. Et attention à ne pas interrompre les traitements, encore une fois, parce que c'est là que les choses peuvent devenir compliquées pour la maman et même pour le bon déroulement de la grossesse. Accouchement par voie basse, en général possible. Allaitement, pas de difficulté particulière pour la majorité des médicaments. Et le risque de transmission, encore une fois entre guillemets, est très faible. Donc vraiment feu vert, quoi. Voilà. Merci beaucoup.